Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce samedi, un accord anti-Brexit est tombé hier soir. Après de longues négociations, un nouveau pacte entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est sur la table. Faut-il craindre une nouvelle Europe? À la carte, analyse dans un instant. Les centres d'accueil pour réfugiés sont saturés. Aujourd'hui, maximum 60 demandes d'asile par jour peuvent être introduites à l'Office des étrangers. Passons des voitures au vélo de société. C'est une des idées du ministre de l'Emploi, Chris Peeters, qui met sur la table 10 propositions pour faire évoluer le monde du travail. La mort d'un brillant intellectuel, un des hommes les plus lus dans le monde, Umberto Eco, est décédé à l'âge de 84 ans. Nous recueillerons quelques réactions à la Foire du Livre de Bruxelles avec Thierry Belfroy. Et puis un match sous tension en perspective. Le Standard accueille Charleroi ce soir. Les enjeux sont sportifs mais aussi sécuritaires. Après plus de 30 heures de négociations, le Premier ministre britannique David Cameron a donc obtenu un statut spécial pour son pays. C'est en tout cas de cette manière qu'il a présenté les choses. Un nouveau pacte entre le Royaume-Uni et l'Europe. Cela dit, les contours de cet accord sont encore assez flous. Il est difficile d'affirmer à cette heure que le spectre du Brexit s'est vraiment éloigné. Gérald Vandenberg. Si l'on se base sur ce petit bond énergique en arrivant devant la presse, David Cameron se voit comme le vainqueur de ce sommet. Durant les dernières heures, nous avons négocié un accord qui donne au Royaume-Uni un statut spécial au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai que lors de ces négociations avec ses partenaires européens, David Cameron a obtenu à peu près tout ce qu'il demandait au départ. La Grande-Bretagne refuse une union toujours plus proche et ne fera jamais partie d'un super-État européen. Dorénavant, les migrants venus de pays de l'Est de l'Union n'auront plus directement accès à notre sécurité sociale. Fini le tout pour rien. Nous ne rejoindrons jamais la zone euro. Nous avons protégé les éléments vitaux de notre économie. Du côté de ceux que l'on présentait comme réticents à faire trop de concessions aux Britanniques, on ne crie pas victoire. On aurait fait juste ce qu'il faut pour garder la Grande-Bretagne dans l'Union. Le premier objectif, c'était de faire en sorte que le Royaume-Uni puisse rester, si les Britanniques eux-mêmes en décident, dans l'Union européenne. Dans quelques mois, il y aura un référendum en Grande-Bretagne. Les Britanniques devront dire si oui ou non ils restent dans l'Union. Et puisqu'il a obtenu un tas d'avantages pour son pays hier, David Cameron va devoir se battre pour le oui. Nous avons décidé de conclure cet accord avec la Grande-Bretagne qui permettra au Premier ministre britannique de mener la campagne dans le cadre du référendum afin de maintenir la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, ce qui me paraît être le meilleur choix pour l'avenir de l'Europe. Reste le climat dans lequel s'est déroulé le sommet. Nous avons reçu ces images du repas offert par les Britanniques. On y est tous sourire. Mais en salle de presse, juste après, on échangera aussi quelques petites paroles piquantes, sans doute plus proches du vrai climat des négociations. Je vais vous dire ce que je pense. Je n'aime pas Bruxelles et j'aime la Grande-Bretagne. J'aime beaucoup plus Bruxelles que d'autres parties de l'Europe. Et puis il y a ces images d'Angela Merkel qui tend le repas offert par les Anglais pour aller manger des frites, place Jourdan. Certains diront qu'elle n'aime pas la cuisine anglaise, d'autres y verront une petite pique, plus politique. Un accord avec l'Europe reste maintenant pour David Cameron à convaincre ses concitoyens que c'est une bonne idée de rester dans l'Union. Les Britanniques se prononceront, on l'a dit, au mois de juin. La date du référendum doit être annoncée d'ici une minute à l'autre, puisqu'un conseil des ministres est en cours à Londres. Aline Delvoye. Les indépendantistes se sont réunis toute la soirée à Londres. Depuis des mois, ils mènent campagne pour que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Dès l'annonce de l'accord à Bruxelles, les critiques fusent. L'accord de Cameron n'a pas plus de valeur que le papier sur lequel il est imprimé. Cet accord ne répond pas aux questions fondamentales qui préoccupent les Britanniques. Il ne règle pas le fait que les lois de notre Parlement ne prévalent pas sur les mauvaises règles de l'Union européenne. Dans la rue, les réactions sont plus nuancées. Certains veulent d'abord savoir ce qu'implique exactement l'accord. Si nous avons un bon accord, je préférerais rester. Si nous avons un mauvais accord, je préférerais partir. D'après un dernier sondage, 53% des Britanniques étaient en faveur d'une sortie de l'Union européenne et 47% pour le maintien. Les avis sont très partagés.
Personnellement, je préférerais rester. Je pense que financièrement, c'est plus sensé d'agir comme une Europe unie sur le marché commercial. David Cameron devra à présent convaincre ses compatriotes avant le référendum. Mais surtout, il devra gérer ceux qui, au sein de son propre parti, mènent campagne contre l'accord européen. La vérité, c'est que cet accord est faible et hors sujet. Il ne règle pas les questions qui préoccupent les Britanniques et en particulier le contrôle démocratique, économique et le contrôle des frontières. David Cameron est au 10 Downing Street ce matin. Le Conseil des ministres doit décider d'une date pour le référendum. Quelques éléments d'analyse supplémentaires à présent avec vous, Gérald Vandenberg. Vous avez suivi de près ce sommet. Alors, première question, est-ce que David Cameron a, comme il l'affirme, véritablement obtenu un statut spécial pour son pays? Moi, je vous dirais que de tout temps, les Britanniques se sont toujours donné un statut un peu spécial au niveau européen et qu'on a souvent eu l'impression qu'ils étaient un pied dehors, un pied dedans. Mais plus sérieusement, hier, la réunion leur était entièrement consacrée. On se réunissait pour ne pas qu'ils sortent de l'Union européenne. Et donc, ils ont quand même décroché quelques solides avantages, notamment au niveau de tout ce qui concerne la sécurité sociale. Dorénavant, des ouvriers, par exemple, polonais, qui iraient s'installer, papa et maman, ensemble en Grande-Bretagne, et qui devraient normalement y toucher les allocations familiales, qu'ils pourraient envoyer à leurs enfants rester en Pologne, et maintenant c'est fini. Ce sera uniquement en Pologne que les allocations familiales seront payées. En Grande-Bretagne, c'est terminé. Alors oui, c'est complètement contraire aux règles européennes, c'est même, je dirais, contraire à l'esprit européen, et c'est ça qu'a obtenu hier David Cameron. Alors dans ce sens-là, oui, il a un statut spécial. Mais attention, il y a quand même une grosse hypothèque, c'est le référendum. Pour que ce statut spécial se concrétise, il faudra que les Britanniques votent oui, et c'est pas gagné. Annonce du référendum qu'on annonce d'un instant à l'autre, mais qui n'est toujours pas tombé. Alors vous l'avez dit, statut spécial malgré tout. Est-ce qu'il faut craindre un effet de contagion du coup? Est-ce qu'on se dirige vers une Europe à la carte où chacun peut avoir ses propres revendications en fonction des problèmes qui le concernent? C'est possible. Par exemple, les Danois sont très intéressés par ce qu'a obtenu la Grande-Bretagne hier, donc la possibilité de limiter l'accès à la sécurité sociale pour les ressortissants d'autres pays de l'Union européenne. Donc on pourrait imaginer que dans quelques mois, les Danois disent oui, nous aussi on voudrait la même chose et profitent entre guillemets de la brèche ouverte par la Grande-Bretagne. Donc je crois que c'est le Premier ministre grec qui résumait le mieux la situation. Il disait l'Europe c'est un menu, il faut que tout le monde mange la même chose. Si on commence chacun à y aller à la carte, on finira par dîner seul. Et je pense que c'est le risque à terme pour l'Europe, mais on n'en est pas encore là. Merci Gérald pour ces éléments d'analyse. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise de l'accueil chez nous? Depuis le début de l'année, l'Office des étrangers n'enregistre plus que 50 à 60 demandes d'asile par jour. Et ce seuil risque encore de baisser si de nouvelles places ne sont pas créées rapidement dans les centres d'accueil. Aurélie Fogli. La demande vient de faits d'asile. Il faut limiter le traitement des dossiers car les places d'accueil manquent. En cause, la fermeture de places dans des lieux loués temporairement. Et pour Theo Franken, impossible de faire autrement. Fin avril, c'est Lommel et Mol qui doivent fermer. C'est clair que je ne peux pas aller là et dire que ça doit finir fin avril. Et j'ai dit ça à toutes les personnes, à le bourgmestre, à le président du CPS, à tous les hommes et les femmes politiques à Lommel, et dire 2 semaines après, oh non, c'est une blague, ça reste ouvert. Allez, moi je ne fais pas. Au total, 3000 places temporaires sont ainsi en cours de fermeture ou ont déjà fermé. On l'a compris, pas question de les prolonger. Et pour ce qui est de créer de nouvelles places, le secrétaire d'État s'en tient au plan prévu, ni plus ni moins. On fait des efforts depuis plus de 8 mois à très haut niveau. Alors je peux seulement dire qu'on travaille très bien avec tous les partenaires sur le terrain. Nous avons le plan de répartition qui commence maintenant avec 5000 places au-dessus. Ça veut dire un réseau d'accueil fait d'asile pour les demandeurs d'asile de 40, 42, 43 000 places. Ça, c'est déjà un record de jamais vu en Belgique et c'est pas possible d'augmenter sans frontières. Aujourd'hui, Theo Franken l'affirme, chaque demandeur d'asile qui arrive en Belgique a un lit. Mais pour combien de temps? En hiver, les demandes d'asile sont généralement moins nombreuses. La situation pourrait donc rapidement évoluer. Et dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, on enregistre parfois quelques tensions. Un jeune homme de 16 ans, résident du centre de Menin, est soupçonné d'avoir violé une collaboratrice de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui précise qu'il s'agit d'un cas isolé, mais qui n'en prend pas moins la situation très au sérieux. Quentin Warlop.
C'est mercredi dernier, au sous-sol de ce centre d'accueil de Menin, qu'un jeune demandeur d'asile afghan s'en serait pris à une employée. Elle dit avoir été agressée verbalement avant d'être violée. We nemen deze zaak bijzonder ernstig. Wij willen hier ook een heel duidelijk signaal geven dat dergelijke feiten, wat betreft Rode Kruis Vlaanderen, absoluut niet kunnen. En de feiten die ook gebeurd zouden zijn, betreuren wij uiteraard ook. La victime a porté plainte pour viol et attouchement. Le parquet confirme, le jeune homme n'a que 16 ans et il est en aveu. Die jongen is opgepakt, is uitvoerig verhoord en die is vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent die beslist heeft om de man te laten onderbrengen in een gesloten instelling in Everberg. Un cas qui interpelle d'autant qu'il y a 2 semaines à peine, le jeune homme avait suivi des cours organisés pour respecter les femmes. La Croix-Rouge ne veut pas généraliser un cas particulier. Ondanks het feit dat het hier gaat om zeer ernstige feiten, we kunnen dat niet genoeg benadrukken, is het wel een alleenstaand geval waar we hier nu mee te maken hebben. In totaal vangen wij met Rode Kruis Vlaanderen op dit ogenblik meer dan 5000 asielzoekers op. Pour la Croix-Rouge, c'est le premier incident grave depuis le début de la crise migratoire en Belgique. De son côté, Theo Franken a indiqué que si condamnation il y a, il fera tout pour que le jeune homme de 16 ans quitte le pays. Le monde du travail a changé. Le ministre de l'Emploi, Chris Peeters, veut donc le faire évoluer. Il vient de mettre sur la table 10 mesures. Épargner ses congés, autoriser les heures sup volontaires, encadrer le télétravail. Voilà quelques exemples. Le ministre veut aussi s'attaquer à un sujet très sensible en Belgique, la voiture de société. Alors l'idée n'est pas de faire disparaître cet avantage fiscal, mais bien de l'élargir aux modes de transport alternatifs. Explication de Kamel Azouz et de Rachel Crivellaro. Sur le papier, il s'agit d'encourager une autre mobilité. Mais au passage, c'est à une véritable vache sacrée que s'attaque le ministre de l'Emploi. Mettre à disposition des salariés des alternatives suffisamment séduisantes pour concurrencer les voitures de société. Le genre de virage difficile à négocier sur les routes de Belgique. Le gros avantage, c'est qu'en définitive, moi, au lieu de devoir débourser de mon salaire net pour acheter un véhicule de société, j'ai un véhicule qui est payé par mon employeur, je ne dois pas me préoccuper de toutes les dépenses liées à ce véhicule et un forfait est prévu, quel que soit le nombre de kilomètres que je parcours à titre privé. En pratique, les travailleurs disposeraient d'un budget mobilité dont ils décideraient de l'affectation. Train, tram, vélo, parking de dissuasion, quelles que soient les combinaisons, ces transports seraient pris en charge par l'employeur. Exclu de la notion de rémunération, le budget mobilité serait exonéré des cotisations fiscales et sociales pour le travailleur. Mais ce genre d'argument est-il suffisant pour doubler la voiture de société ? Je pense que dans la mentalité du Belge qui a quand même besoin de sa voiture pour faire aussi les courses, et comme les transports en commun, il suffit de se référer au RER qui a été célèbre ces derniers jours et semaines, je pense que pour le moment, le véhicule de société restera quand même inscrit dans la mentalité de beaucoup de Belges. Chris Peeters, en tout cas, se défend de vouloir supprimer par la bande les voitures de société. Il s'agit, estime-t-il, de mieux coller aux réalités du terrain, ce qui reste à confirmer. La mort d'un géant de la littérature, l'italien Umberto Eco, s'est éteint hier soir à l'âge de 84 ans. Alors sa renommée, il la devait surtout au succès planétaire de son roman Le Nom de la Rose, 5 millions d'exemplaires vendus. Mais l'œuvre de cet intellectuel est beaucoup plus large. Eco a aussi marqué son temps par de nombreux essais sur le langage, par exemple. Retour sur son parcours avec Clémence Datte. Un nom, un visage, mais surtout des mots qui ont fait connaître Umberto Eco au grand public. En 1980, l'universitaire devient un écrivain à succès avec son roman Le Nom de la Rose. Parfois on me dit, mais comment, parmi tous les universitaires, vous avez eu cette idée bizarre d'écrire un roman? Je vous démontre que le 75% des savants et des universitaires, ils ont écrit un roman ou des poèmes. On ne le sait pas parce qu'ils n'ont pas eu du succès, mais ça ne... Lui connaît la notoriété avec Le Nom de la Rose, vendu à 5 millions d'exemplaires et traduit en plus de 40 langues. Le succès est tel que le best-seller est adapté au cinéma en 1986 par Jean-Jacques Hano. Sean Connery tient le rôle principal. L'intrigue policière se déroule dans un monastère du XIVe siècle. Tout
Tout au long de sa carrière, Umberto Eco entretient une relation particulière avec son lecteur. C'est évident que le rapport qui se pose avec le lecteur à venir, c'est un rapport amoureux, oui, c'est évident. Et votre lecteur modèle, il a quel profil? Exactement celui qui termine de lire mon livre. En 1989, la Belgique met à l'honneur Umberto Eco. Il est fait docteur honoris causa à l'université de Liège. Il était un pionnier de la sémiotique, la science des signes, et théoricien du langage. Il avait pris sa retraite universitaire en 2007. Cet homme de gauche, opposant à Silvio Berlusconi, était très populaire et très écouté en Italie. Il est décédé d'un cancer vendredi soir à son domicile de Milan. Un décès qui suscite de très nombreuses réactions dans le monde littéraire notamment, et nous y reviendrons dans notre page spéciale Foire du Livre en fin d'édition. Dans la suite de ce journal, nous verrons qu'afficher ses origines est très tendance. Les t-shirts à la sauce liégeoise ou Carolo par exemple font un carton. L'avocat a été désigné aliment de l'année 2016. Alors pourquoi est-il devenu la star de nos assiettes? Élément de réponse dans un instant. Et puis le succès mitigé du livre numérique. Contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les ventes de liseuses ne décollent pas du tout chez nous. Mais d'abord, l'histoire incroyable d'Albert Woodfox. Cet Américain vient d'être libéré après 43 ans de détention en isolement, un record aux États-Unis. L'homme qui vient de fêter ses 69 ans était un membre des Black Panthers. Il avait été condamné avec 2 autres militants en 1972 pour le meurtre d'un gardien de prison, meurtre qu'il a toujours nié. Ses conditions d'enfermement avaient d'ailleurs fait à plusieurs reprises l'objet de condamnations internationales. Dans l'actualité à l'étranger, on retiendra également cet attentat suicide au Cameroun. 24 personnes ont été tuées et 112 autres blessées sur un marché de la ville de Mémé dans le nord du pays. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué, mais c'est le groupe Boko Haram, très actif dans cette région frontalière du Nigeria, que les autorités soupçonnent. On revient chez nous avec une problématique qui fait à nouveau la une depuis le décès tragique de la jeune Madison, le harcèlement sur Internet. De plus en plus d'adolescents en sont aujourd'hui victimes. Une équipe de 7 à la une est allée à la rencontre d'une classe de 2e secondaire à Mons. Et vous allez le voir, les cas de harcèlement sont loin d'être isolés. Voici un extrait du reportage que vous pourrez découvrir ce soir. Ces élèves sont en 2e secondaire. Ils ont tous entre 13 et 14 ans. Un petit sondage va nous permettre d'en savoir plus au sujet de leur rapport à Internet. Qui utilise des réseaux sociaux? Et qui a déjà été harcelé sur des réseaux sociaux? Qui connaît quelqu'un qui a été harcelé sur des réseaux sociaux? Cette classe n'est pas une exception. On estime en effet que 3 adolescents sur 4 sont actuellement inscrits sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux possèdent même leur propre smartphone, qu'ils consultent de jour et parfois même de nuit. Difficile dès lors pour les éducateurs et les enseignants d'intervenir en cas de harcèlement. Et pourtant, ces cas sont bien plus fréquents qu'on ne l'imagine. Ils nous sollicitent souvent pour régler les problèmes via Facebook, les GSM, etc. Et on essaie de régler ça en interne, mais la solution, elle ne doit pas venir de nous, parce que nous, on ne peut pas régler tous les problèmes, on ne peut pas s'occuper de ce qui se passe à l'école et de ce qui se passe en dehors de l'école. Donc c'est un peu compliqué, et souvent, je trouve que les parents ne sont pas suffisamment conscients que tous ces dangers sont à portée de main de leurs enfants. Un reportage que vous pourrez donc découvrir en intégralité dans l'émission C'est à la une à 18h30. La suite est bien plus légère, gros plan sur cette tendance qui consiste à afficher fièrement son identité. Vous avez peut-être déjà remarqué ces t-shirts ou ces badges reprenant des slogans typiquement wallons ou bruxellois, de oufti à zineke en passant par grosse biesse. Ces vêtements ou ces accessoires qui mettent en valeur les origines locales font un carton. Pourquoi? On voit ça avec Sarah Hendricks. Claire Hennen est verviétoise. Ce jour-là, elle a traversé la Wallonie pour apporter ses produits dans cette boutique de Mont-sur-Marchienne, près de Charleroi. Bonjour. Claire a conçu ces petits badges ou aimants colorés qui cartonnent en ce moment. Particularité, ils mettent en avant des expressions bien de chez nous, en wallon de Liège ou de Charleroi. Ici, on voit par exemple quelle belle fiancée en wallon liégeois, on dit qu'une belle capote.
Et ici à Charleroi, on dit Kebelkumer. C'est super marrant de voir que certaines personnes aussi arrivent à se comprendre. Donc, par exemple, entre Wallon-Namurois et Wallon-Carolo, ils arrivent quand même encore à se comprendre. Et c'est très riche, justement, de se partager les expressions spécifiques d'un endroit. En Wallon-Liégeon, on dit Kebevalet et en Wallon-Carolo, on dit Kebiagama. Depuis un an, elle en a déjà vendu des milliers. Dans cette boutique, on trouve aussi d'autres produits de ce type. Les expressions bien belges ont beaucoup de succès. Ça change parce qu'on a de l'autodérision, enfin le belge, le wallon en l'occurrence, a de l'autodérision, il n'a pas peur de rire de lui, de trouver ces expressions qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc ça marche du tonnerre. Claire, elle, prépare déjà de nouveaux produits avec des expressions picardes ou gomaises, un projet qui lui tient à cœur. Je pense que les gens s'identifient vraiment aux choses qui sont locales, qui ont une histoire. C'est des souvenirs d'enfance aussi beaucoup, des mots que les grands-parents disaient, donc ça a une saveur aussi particulière. Et pour ne pas faire d'erreur sur ses badges, la Verviétoise s'est entourée de spécialistes des langues régionales. Jean-Luc Fauconnier est un expert du wallon de Charleroi. Il est ravi de cette initiative très tendance. Chipette, est-ce qu'on le dit souvent, tiens? Oui. On essaie d'intéresser les jeunes au wallon et on semble souvent ringard à leurs yeux, alors que ça, c'est pas du tout ringard, au contraire, c'est plaisant. Et je crois que c'est un moyen, je dirais, indirect d'intéresser une autre génération à la langue wallonne, quoi, hein. Et il faut croire que les jeunes s'y intéressent. Aujourd'hui, il suffit de quelques clics pour constater que les expressions wallonnes ou bruxelloises ont la cote. Le web regorge de gadgets ou de vêtements pour afficher fièrement ses origines, parfois très locales. Dans cette boutique du centre de Charleroi, ces t-shirts se vendent comme des petits pains. Cette cliente a fait son choix. C'est marrant en fait, c'est hyper ludique et puis la Charleroi a mauvaise réputation, donc un t-shirt Carolo et bien élevé, je trouve ça plutôt marrant et plutôt chouette pour Charleroi en fait. Jurassic City ou Pirates des Carapils, des slogans pas forcément flatteurs, mais les Carolos ont beaucoup d'humour. On a pas mal de gens qui nous disaient il y a quelques années avoir un peu honte de venir de Charleroi en travaillant sur d'autres villes et qui aujourd'hui l'affichent complètement et grâce au t-shirt le revendiquent. En wallon ou avec dérision, les expressions et origines locales s'affichent désormais en grand, grâce notamment à de jeunes créateurs fiers de leur identité régionale. Autre tendance gastronomique, celle-là, l'avocat est la nouvelle star de nos assiettes. On le voit partout. Pendant des années, ce fruit réputé très gras a souffert d'une mauvaise réputation. Il était d'ailleurs banni des régimes. Mais aujourd'hui, à peu près tous les nutritionnistes s'accordent pour louer ses qualités. Nora Khalifi. Sous sa peau épaisse, il renferme une chair douce et onctueuse. L'avocat est tendance. Rien que sur ce site de partage de photos, il comptabilise plus de 3 millions d'entrées. L'avocat est un fruit, mais se prépare de mille et une façons. Tartine, salade ou guacamole, version sucrée en pudding ou en glace. Il est aussi devenu incontournable dans les bars à jus, où Laura nous montre comment le dénoyauter facilement. Voilà. Ensuite, je fais un petit mouvement pour le sortir. Et ensuite, après, c'est un petit peu le mouvement technique, c'est on tourne comme ça. Parfois vénéré, comme dans cette vidéo, l'avocat a pourtant longtemps été banni des régimes. Réputé trop calorique, ce fruit oléagineux contient, il est vrai, beaucoup de lipides. Mais à moins d'en abuser, cette nutritionniste nous apprend qu'il s'agit avant tout de bons gras pour la santé. C'est vrai que l'ingrédient est plus énergétique, mais il rentre dans des préparations qui ne sont pas très énergétiques. Et par exemple, si vous préparez un guacamole, ça vous fait une sauce pour l'apéro, vous pouvez tremper des petits morceaux de légumes ou des grissini, donc des choses qui ne sont pas énormément caloriques. Et ça vous fait une sauce à 15% de lipides, alors qu'une mayonnaise va avoir 80% de lipides. Réduit en purée, l'avocat se tartine parfois de façon insoupçonnée. Même si c'est surtout son huile, plutôt épaisse, qui est utilisée dans la fabrication de produits de beauté. Elle est extrêmement riche donc en acides gras, en phytostérol, en vitamines. Donc c'est vraiment une huile qui est très très riche en ingrédients intéressants pour la cosmétique. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve dans une multitude de soins. Comme des sérums ou des crèmes, mais attention, pas destinées à tous les types de peau. L'avocat est quelque chose de très très nourrissant, donc c'est vrai que pour les peaux sèches c'est très bénéfique en effet. Et alors tout ce qui est nourrissant évidemment va aider à repulper la peau et donc ça en fait un très bon antiride. Des vertus réparatrices qui conviennent aussi pour d'autres rituels. Je l'utilise pour mes cheveux.
j'enlève la texture de l'avocat, je le mets dans un bol avec un peu de miel et je mixe le tout. Et j'applique ça sur mes cheveux toute la nuit. Et donc, quand je me lave les cheveux le lendemain, mes cheveux deviennent tout doux. Comestible, utilisé en cosmétique et détourné de multiples manières, l'avocat n'a visiblement pas fini de transformer nos cuisines en salon de beauté. C'est l'heure de notre page spéciale Foire du Livre. On va tout de suite rejoindre sur place Thierry Belfroid et ses invités. Et avant toute chose, Thierry, revenons sur l'annonce du décès du philosophe et écrivain Umberto Eco qui a été largement commenté ce matin dans les allées de la foire. Ah bah oui, forcément, hein. Voici Le nom de la rose dans sa version poche, un livre qu'on trouve évidemment ici sur les allées de la foire du livre, dans les mains de pas mal de gens. Et puis pour ceux qui veulent retrouver ses derniers écrits, voici numéro 0, son dernier livre. J'ai à côté de moi le prix Goncourt de cette année, Mathias Sénard. Vous avez connu Umberto Eco, hein, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années en Espagne. Et c'est vrai que c'est quelqu'un pour qui j'avais une très grande admiration, puisque c'est à la fois un très grand savant et en même temps un passionné d'aventure, de littérature sous toutes ses formes, aussi de bande dessinée. Et quelqu'un qui était donc un linguiste, un sémiologue très pointu, qui s'est lancé dans la littérature avec une passion extraordinaire et qui en a exploré beaucoup d'aspects très divers. Alors vous, Mathias Sénard, vous avez été couronné par le Goncourt cette année pour ce roman, Un Boussole, paru chez Actes Sud. Un roman qui, en cette période où l'Orient fait peur, le Moyen-Orient, le Proche-Orient fait peur, va complètement à contre-courant de cette peur. C'est la fascination de l'Orient qui est au cœur de votre propos. Oui, j'avais envie d'essayer d'écarter un peu autant que possible la violence et les flammes du présent, sans les nier bien sûr, mais pour essayer de voir au-delà. Quelles sont nos relations profondes avec le Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient, relations artistiques, littéraires, musicales, d'échanges, parfois très visibles, parfois plus souterrains, qui nous ont nourris les uns comme les autres, d'un côté comme de l'autre, du Bosphore ou de la Méditerranée, pendant des décennies, des siècles même. Alors votre héros, pendant toute une nuit, va repenser en fait à toute une série de rencontres qu'il a eues avec une femme. Hein. C'est un grand amour impossible aussi, ce livre. Des rencontres autour, lui il est musicologue, hein, autour de cette fascination pour l'Orient. À partir, et c'est ça qui est étonnant peut-être, d'une ville qui est Vienne, qui est pour vous une sorte de ville de porte hein, entre l'Occident et l'Orient. C'est à la fois donc une histoire d'amour, une double histoire d'amour. L'histoire d'amour pour l'Orient, pour les lointains, pour la connaissance d'autrui, et une histoire d'amour entre Franz et Sarah, donc ces deux personnages. Et Franz effectivement est viennois. Et Vienne était vue pendant longtemps, et depuis bien sûr tout le long du 19e siècle, comme la porte de l'Orient. Vienne, Puerta Orientis. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on a vu en Vienne la porte de l'Orient, sur quel Orient est-ce qu'elle ouvrait, qu'est-ce que c'était que cette frontière que représentait Vienne. Et comme le livre parle beaucoup de musique aussi, c'est aussi une idée d'un Orient musical, Vienne était aussi une des grandes capitales de la musique européenne, bien évidemment. Et donc pour moi, était à la croisée des chemins entre musique européenne, début des Balkans, de l'Orient, de l'ancien Empire ottoman, et donc était la ville parfaite pour commencer ce long voyage. Un voyage que j'invite évidemment les lecteurs à faire avec vous. Un Boussole, c'est paru chez Actes Sud, c'est le prix Goncourt 2015. Mathias Sénard, je ne sais pas si vous lisez, vous, sur des liseuses électroniques. Ça peut m'arriver, oui, bien sûr. Ça vous arrive, mais en fait, ça n'arrive pas à tant de monde que ça, parce qu'on a beaucoup parlé du succès du numérique. Et avec les années, on se rend compte que ce succès, il n'est pas nécessairement le même d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. En tout cas, en Belgique, ça ne prend pas nécessairement comme on l'avait cru. Un reportage de Sylvia Falcinelli. Elles se sont fait une place juste à côté des livres papier. Ce sont les liseuses. Cela fait quelques années maintenant qu'on les trouve dans ce magasin. Elles servent de support aux livres numériques. Pour certains, elles représenteraient la meilleure façon de lire. C'est vraiment le produit qui est mobile, donc c'est d'avoir ses livres partout avec soi. On le voit d'ailleurs au moment juste un peu avant les vacances, où on a vraiment un boom des ventes parce que les personnes veulent vraiment avoir tous leurs livres avec eux dans un petit appareil. Une lumière adaptée, étanche, les liseuses présentent beaucoup d'avantages. Et pourtant, le marché du livre numérique ne décolle pas en Belgique. Chez nous, il représente à peine 5% des lecteurs. Les responsables de la maison d'édition On Lit l'ont appris à leurs dépens. On pensait qu'il
qu'il y avait quand même un vent nouveau qui soufflait sur l'édition par rapport au numérique. Donc mon associé et moi, on a voulu vraiment rentrer dans ce train-là pour tester un peu. Puis force est de constater qu'on s'est rendu compte en 2012, 2013 jusqu'à 2014 que ça n'a pas vraiment décollé en Belgique francophone, le numérique. Donc en début 2014, on a lancé alors en complément une version papier totalement traditionnelle, donc distribuée en librairie de nos livres. Et ça, depuis 2014, ça veut dire que ça fonctionne quand même assez bien, ça se développe bien, tout en continuant à faire du numérique. Donc chacun de nos livres sort dans les deux formats. 5% de lecteurs numériques en Belgique, mais 15% en Angleterre et 25% aux États-Unis. Comment expliquer une telle différence de comportement? Pour Michel Dufrane, critique littéraire, il y a des explications. Il y a une vraie stratégie des éditeurs français, donc qui était un peu suivie par les éditeurs belges, puisque c'est quand même les éditeurs français qui mettent le tempo en Belgique francophone, qui était de ne pas développer le livre numérique, parce que dans la chaîne du livre, il était important de préserver d'une part le livre de poche, qui est vraiment une économie très importante, et d'autre part, tout le réseau de distribution, diffusion qui existait. C'est pour ça qu'on arrive à des aberrations sur le marché francophone, où on voit des livres numériques qui sont plus chers que les versions poche des mêmes livres. En outre, les lecteurs belges et français seraient particulièrement attachés à l'odeur et au toucher. Cela dit, le livre numérique n'est pas encore arrangé. À l'avenir, il pourrait jouer la complémentarité avec sa formule papier. Voilà, et celui-ci n'est pas numérique, il est même très lourd. C'est le dictionnaire amoureux de la Belgique. Je reçois Jean-Baptiste Barognan qui en est l'auteur. Alors, ce dictionnaire amoureux, c'est toute une série de définitions, de mots parfois un peu étranges. On va commencer à en passer l'un ou l'autre en revue, puisqu'on a préparé quelques images en amont. La pataphonie, voilà, on va commencer avec ça. La pataphonie, effectivement, c'est une chose très curieuse. C'est l'art de faire de la musique avec n'importe quoi. Ou plutôt faire des sons avec n'importe quoi. Et il se trouve qu'il y a un musée de la pataphonie dans la ville natale d'Adolphe Sax, à Dinan. Voilà, c'était la ville où il fallait le mettre, ce musée. Il y avait que cette ville-là où on pouvait mettre ce musée, effectivement. Quand on fait un dictionnaire amoureux, des mots comme ceux-là qui sonnent un petit peu bizarrement, ce sont ceux qu'on recherche en premier? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce qui m'a plu, c'est de mettre des choses, des thèmes, des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire, à côté de thèmes et de sujets que tout le monde connaît et auxquels tout le monde s'attend. Donc j'ai veillé dans ce dictionnaire à faire des entrées sur des sujets un peu excentriques et un peu insolites. Alors, parmi les noms qu'il y avait dans ce dictionnaire paru chez Plon à l'automne, il y en a un qui a refait un petit peu l'actualité, c'est Snowart, qui est une marque de raquettes de tennis. Voilà. On l'a entendu il y a une semaine et demie, 2 semaines, ils vont recommencer. Et à côté de Snowart, il y avait le grand concurrent qui était le numéro 1 mondial de la raquette, Donnet, qui est belge. Alors, quand j'étais jeune, il y avait deux marques, c'était Donnet dans la partie francophone du pays et Snowart dans la partie flamande du pays. Et Donnet a été le leader mondial. Ils ont vendu près de 2 millions de raquettes par an. Et puis surtout, ils étaient soutenus par Borg. Et puis surtout, ils avaient un bois qui était un bois extrêmement spécial, qui était extrêmement flexible et qui faisait qu'il n'y avait pas de contre-coup lorsqu'on tapait lorsque la balle tapait. Du hêtre blanc. Exactement, le hêtre blanc, et il n'y avait aucune résonance, aucune réverbération, et ça faisait une raquette exceptionnelle. Et c'est vraiment dommage de se rendre compte que cette immense marque qui a été leader mondial est totalement disparue. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas su s'adapter. Pour 2 raisons essentielles. C'est que les directeurs de l'époque n'ont pas cru au grand tamis et n'ont pas cru non plus aux raquettes synthétiques. Donc ils sont passés à côté de la modernité. Allez, on retourne dans le folklore avec une 3e et dernière définition. J'aimerais bien que vous parliez de cette fête des chats de Ypres, qui est assez peu connue et qui, dans son sens médiéval, était assez cruelle quand même. Le chat, au Moyen-Âge, était considéré comme un animal maléfique. Alors une fois par an, on montait au-dessus du beffroi d'Ypres et on jetait des chats du haut de ce beffroi dans la rue pour les tuer. Et aujourd'hui, on a perpétué... Horrible, absolument horrible. Sauf qu'aujourd'hui, on a perpétué cette espèce de grande dévotion qu'on avait à l'époque. Et on jette des chats qui sont aujourd'hui des chats en peluche, des chats en plastique, etc. Et alors il y a tout un cortège qui dure un jour entier et qui est voué à la célébration du chat. Voilà, qui vaut bien l'Homogang à Bruxelles par exemple, parmi les fêtes folkloriques belges. Le coup d'œil dans mon livre aussi. Merci Jean-Baptiste Barognan, dictionnaire amoureux de la Belgique chez Plon. Vous allez voir, si vous le lisez ou vous l'achetez, il y a plein de choses qu'on redécouvre sur notre pays. Merci à vous et rendez-vous demain avec 2 autres auteurs.
Merci Thierry Belfroy. En football, l'heure des playoffs approche. Il reste 4 journées de championnat en phase classique. Et hier soir, le club de Bruges a provisoirement pris seul la tête du classement en infligeant une lourde défaite à Westerlo, 6-0. Bruges compte 3 points d'avance sur Gand et 7 sur Anderlecht avant les autres rencontres du week-end. Et dans cette 27e journée de championnat, le choc, ce sera Standard Charleroi aujourd'hui à 18 h. Un match à enjeu pour la course au play-off 1. Un duel wallon souvent sous tension. Au match aller, les supporters liégeois s'étaient d'ailleurs illustrés de manière peu reluisante. On revient sur ces événements et sur les enjeux du jour avec Thibaut Rinchon. Charleroi Standard, match aller, en voici. Le résumé, fumigène liégeois, jette pétard des supporters rouges vers le gardien Carolo. Interruption du match, des incidents pour lesquels l'Union belge n'a toujours pas osé se prononcer. Ce jour-là, victoire du Standard 2-3 après l'interruption provoquée par ses propres supporters. Un duel qui s'est terminé comme il avait débuté, mal, avec des jets de projectiles vers Van Damme au moment des interviews. Je le répète, j'ai un gamin de 10 ans, je suis content de ce que j'ai vu qui n'est pas venu aujourd'hui voir le match. Il y a 3-4 mois, le contexte était différent, il y avait beaucoup de frustration et de colère et de mécontentement. Maintenant voilà, on est en train de remonter et on a tout intérêt à avoir le soutien total de tout le monde. Un contexte particulier souvent présent. 2011, jet de fumigène et de pétard vers le gardien Carolo. En face, mécontentement suite au mauvais résultat et cette défaite de trop face au Standard. Les supporters Carolo lancent des centaines de balles de tennis sur la pelouse et envahissent le terrain. La rivalité qui a parfois été attisée par les joueurs eux-mêmes, comme lorsqu'en 2012, Pocognoli plante un drapeau du Standard au milieu du terrain Carolo. On sait que les supporters du Standard et de Charleroi aiment s'affronter. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que tout le monde s'affrontera dans le fair play. Appel au calme pas toujours compris par les premiers concernés. Voici la photo postée par Mathieu Dossevi, joueur du Standard, sur Instagram. Un zèbre dévoré par un lion, un cliché supprimé par le joueur. Côté sportif, le duel de ce soir, c'est surtout la course au play-off 1. Charleroi 6e y est, le Standard à 4 points de retard. En tout cas, une défaite nous éliminerait quasiment de la course au play-off 1. Une victoire nous ramènerait dans le coup. Un match nul ne nous élimine pas mathématiquement, mais bon, tout autre résultat qu'une victoire demain rendrait les choses difficiles. La pression, elle est partout. Hein. La pression, elle est au Standard. La pression, elle est à Charleroi. La pression, elle est chez moi avec ma femme. La pression, elle existe partout dans la vie. Le Standard joue sans doute sa place en play-off 1 ce soir. Charleroi essaiera de consolider la sienne. Météo, cet après-midi, le ciel sera partout couvert avec de faibles pluies sur tout le pays. Les températures, elles sont comprises entre 2 et 8 degrés. Je vous rappelle une des infos de ce journal. Un accord anti-Brexit est tombé hier soir après 30 heures de négociations. Et le Premier ministre britannique David Cameron n'a pas attendu longtemps pour défendre cet accord devant ses concitoyens. Il a assuré que la Grande-Bretagne serait en sécurité dans une Europe réformée. David Cameron qui a par ailleurs annoncé la date du référendum sur le Brexit. Si le Parlement valide, ce sera le 23 juin. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est à la une à 18h30. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour une nouvelle édition du journal. Très bel après-midi à toutes et tous, à tout à l'heure. Ce samedi soir sur la RTBF. Sur la une, la bonne dame sent l'affaire à sa façon. Véronique Geneste est sur la sellette. Sur la 2, la guerre peut amener la gloire, mais pas toujours la fierté. Un film de Clint Eastwood. Sur la 3, portrait de J. Edgar Hoover, patron du FBI, en lutte contre son époque et contre lui-même. La bonne dame de Nancy, mémoire de nos pères, la malédiction d'Edgar, 1, 2 ou 3. Belle soirée sur la RTBF. Stop! La trêve. Une enquête policière dans un petit village des Ardennes, une espèce de radioscopie d'un village et de ses habitants.